tous, bienvenue à l'émission La Grande Librairie des Petits. Aujourd'hui, nous allons vous présenter différents ouvrages, dont Le Casque de Papy, un très bel album sur la Première Guerre mondiale. Le Casque de Papy. Le casque d'un papy français ou le casque d'un repas allemand. Un album sur la Première Guerre mondiale. Écrit par Géraldine Elschner. Illustré par Fred Sochard. Avec une œuvre de Fernand Léger, ancien combattant de 14-18. Monté par les élèves de CM2 de l'école élémentaire de Frémarais. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir celle qui a écrit cet album. Je veux parler de Géraldine Elschner et je vous demande de l'applaudir très fort. Bonjour Géraldine Elschner, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Je voudrais savoir dans un premier temps, pourquoi avez-vous écrit cet album? Bonjour à tous. Pour répondre à votre question, cette histoire est un peu la mienne. En effet, mon grand-père allemand Opa Oskar et mon grand-père français Papy Émile ont combattu l'un contre l'autre dans la même région pendant la Première Guerre mondiale. J'ai voulu raconter le calvaire des soldats, qu'ils soient français ou allemands, et je me suis servi pour cela des mots, mais aussi des peintures de Fernand Léger pour illustrer mon album. Pourquoi avoir choisi Fernand Léger? Fernand Léger a combattu pendant la Grande Guerre et ses œuvres ont témoigné des horreurs qu'il a découvertes. Il faisait des croquis sur des boîtes de munitions ou sur des cartes d'état-major et il s'en est servi pour réaliser des peintures comme les joueurs de cartes dont l'illustrateur Fred Sochard s'est inspiré dans mon album. Pourquoi avoir choisi d'appeler cet album Le Casque de Papy? Dans mon histoire, on apprend que le narrateur est le descendant d'un soldat français et d'un soldat allemand et qui ont combattu pendant la Grande Guerre. En découvrant le casque, l'enfant comprend qu'il aurait pu appartenir à l'un ou à l'autre. En ne disant pas l'origine du casque, j'ai voulu vous faire comprendre que peu importe la nationalité des soldats, ils ont vécu les mêmes choses et surtout la même guerre. En signe de paix et d'espoir, il décide que c'est le casque d'Opapy, mélange d'Opa et de Papy. C'est une façon pour lui de réunir les deux pays et de rendre hommage à tous les soldats français ou allemands. Une personne du public va répondre à une dernière question. Pourquoi ce livre vous a-t-il plu? Tout d'abord, je veux dire que je suis ravie de rencontrer Madame Géraldine Elschner. Ce livre m'a plu car Géraldine Elschner raconte son histoire, celle de ses deux grands-pères. Je connaissais déjà l'auteur de ce livre car j'avais lu Le Petit Cheval Bleu, où elle raconte l'histoire de cette œuvre d'art que le peintre Franz Marc avait réalisée avant de partir et de mourir sur le front de Verdun en 1916. Dans le livre Le Casque de Papy, Géraldine Elschner s'inspire d'une œuvre de Fernand Léger pour illustrer des scènes dans les tranchées où les soldats deviennent des véritables robots, des machines de guerre. Elle s'est servie de ces dessins réalisés sur le front pour en faire des œuvres d'art, comme la partie de cartes où les soldats semblent complètement déshumanisés. J'ai, grâce au livre de Géraldine Elschner, découvert une partie de l'œuvre de Fernand Léger et appris qu'il a été, parmi tant d'autres, un poilu de la Grande Guerre. Merci beaucoup, monsieur. Vous me faites un très bon compliment. Il ne nous reste plus qu'à remercier Madame Elschner de sa visite. Et je laisse la place à ma collègue qui va vous parler d'un autre album sur la Première Guerre mondiale. La Fée de Verdun. Nelly Marty, une cantatrice très célèbre de la Belle Époque qui est née dans une famille modeste et qui s'est retrouvée orpheline très jeune. Elle chante Carmen de Bizet, elle joue dans Werther de Massenet, dans les Noces de Figaro de Mozart, dans le Trio de Faust et dans la Création de Heysen. 2 août 1914, c'est la mobilisation générale et le début de la Première Guerre mondiale.
Très vite, elle se retrouve sur le front de Verdun. Elle se fait remarquer par son courage et sera gazée comme tant d'autres soldats. Quand elle le peut, elle chante pour les soldats. À la fin de la guerre, elle crée une fondation pour les familles nécessiteuses d'un quartier de Belleville à Paris. Une histoire vraie et extraordinaire, racontée par un jeune étudiant dont la grand-mère a rencontré Nelly Martin dans des conditions particulières. Écrite par Philippe Nessman. Nous allons à présent parler d'un livre qui a beaucoup plu à nos lecteurs. Certains ont été sélectionnés et je vous demande de les applaudir. Bonjour monsieur, bienvenue dans l'émission. Comment vous appelez-vous ? Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Arthur. Vous avez choisi de nous parler de ce livre, La Fée de Verdun. Quelle en est l'originalité ? C'est une histoire vraie racontée sous la forme d'une biographie inventée par le narrateur à partir de renseignements trouvés sur Internet, des archives de mairie et dans des bibliothèques. Elle nous plonge dans la vie d'une cantatrice de la Belle Époque. C'est une façon originale de montrer le courage et la sollicitude des infirmières pendant la Première Guerre mondiale et leur engagement quel que soit leur milieu social. Qui était cette cantatrice ? Comment s'appelait-elle ? Elle s'appelait Nelly Martin. Le lecteur découvre la vie d'une artiste célèbre qui n'a pas hésité à abandonner une vie confortable pour venir en aide aux soldats, souvent au péril de sa vie, en allant chercher les blessés en première ligne, en les soignant et en leur faisant oublier par moments les horreurs de la guerre avec ses chansons. Qu'est-ce qui vous a plu chez Martine ? Pourquoi le conseillerez-vous à des jeunes lecteurs ? Cette femme a une histoire peu banale. Elle a montré durant toute sa vie beaucoup de courage et d'empathie envers les autres. Son engagement pendant le premier conflit mondial montre son intérêt pour les autres qu'elle va aider avec tous les moyens dont elle dispose. En cette année de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, ce livre parle du conflit en montrant le rôle essentiel des infirmières pour les soldats qu'elles soignaient, réconfortaient en leur redonnant goût à la vie et en leur montrant qu'ils étaient toujours des hommes. C'est certainement pour cette raison que l'auteur a appelé cette cantatrice qui a tout abandonné pour venir au secours des soldats, la Fée de Verdun. Merci à vous d'être venu nous parler de ce livre. J'espère que de nombreux lecteurs vont se plonger dans la vie de cette femme peu banale. Nous pouvons applaudir ces deux spectateurs. À présent, ma collègue va vous parler d'un autre album. Merci à tous de votre attention. Le spectre de l'opéra. Avec Sacré-Cœur, un détective en herbe qui bricole et qui voit les fantômes. Tante Finelouche, une tante cuisinière qui accueille son neveu Sacré-Cœur et sa nièce Lison dans son immeuble à Paris. Violetta Cantaforte, une cantatrice qui habite au dernier étage de l'immeuble et qui joue dans le Décapité maudit. Abigail et Mimi, un fantôme et une chauve-souris qui aident Sacré-Cœur dans ses enquêtes. Louis Grandjean, le ténor prétentieux qui tient le premier rôle dans le Décapité maudit. Ernest Chamfort, un gentil fantôme qui a élu domicile à l'opéra. François-Adrien Aubert, dit Bébert, un méchant fantôme qui se croit toujours vivant et qui hante l'opéra. Une enquête pleine de rebondissements dans un lieu magique. Écrite par Amélie Sarne et illustrée par Laurent Mondy. Présentée par les élèves de CM2 de l'école élémentaire de Frémont-Royal. Cher public, nous allons à présent accueillir un groupe d'élèves qui veut nous parler d'un album qui leur a beaucoup plu. Le spectre de l'opéra. Bonjour les enfants, pourquoi avez-vous choisi de nous parler de cet album ? Quelle est la particularité et l'intérêt ? Bonjour, c'est une histoire fantastique qui mêle la réalité et le surnaturel dans une enquête policière. Le héros est donc un enquêteur en herbe qui a le pouvoir de voir les fantômes et qui a fabriqué une machine pour les repérer et les maîtriser.
L'histoire se passe à l'opéra, car la victime tient le premier rôle dans une œuvre intitulée Le décapité maudit. Le héros regroupe les éléments dont il dispose pour percer le mystère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il rencontre des fantômes dans son enquête et que c'est précisément l'un d'eux le coupable. À la lecture de ce livre, peut-on croire aux fantômes? Les fantômes ont une vraie place dans ces livres et un rôle bien précis. Une jeune fille aide le héros dans ses enquêtes car elle a le pouvoir de se rendre invisible. Un fantôme décapité aide aussi l'enquêteur en lui révélant ce qui lui est arrivé et le coupable, lui, se croit toujours vivant. C'est ce qui rend l'histoire crédible et qu'elle peut nous faire croire aux fantômes. Pourquoi avoir choisi ce livre? Nous avons participé cette année à un projet opéra et cet univers nous est un peu plus familier. Ce livre était donc intéressant pour nous parce que nous nous sentions dans des lieux devenus familiers au milieu de personnages de talent et aussi au milieu de personnages fantastiques, certains sympathiques et un autre particulièrement antipathique. Nous remercions infiniment nos jeunes lecteurs qui m'ont donné envie de découvrir cet album. Et pour clôturer cette émission, nous allons accueillir une enseignante qui veut nous parler d'un livre, un coup de cœur qu'elle a eu, 14-14. Bonjour madame, vous êtes enseignante dans une classe de CM2 et vos élèves ont eu un vrai coup de cœur pour ce livre, 14-14. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ce livre raconte une histoire fantastique qui se passe en Picardie, entre deux époques, 1914 et 2014. Grâce à une boîte aux lettres magique, Adrien, un adolescent qui vit en 2014, va réussir à communiquer avec Adrien qui vit en 1914 et à changer son destin. Adrien vit dans l'Aisne et Adrien dans le village de Corbeny, situé à 20 km de là, mais 100 ans les séparent. Le 1er janvier 2014, Adrien, qui a un chagrin d'amour, rencontre une vieille dame un peu sorcière. Celle-ci, touchée par son chagrin, décide de l'aider et par là même de changer le cours des événements de sa propre vie. Adrien, pour oublier sa peine, accepte d'écouter sa mère et d'envoyer une carte de vœux à son cousin Adrien. Mais celle-ci va arriver dans une autre époque chez un autre destinataire qui s'appelle Adrien lui aussi, et ce grâce à la boîte aux lettres magique. Une correspondance s'établit entre les deux adolescents qui, tout doucement, réalisent qu'ils ne vivent pas dans la même époque. Malgré tout, ils ont des préoccupations communes. L'école, la famille, les copains, les filles. Le tournant de l'histoire, c'est quand Adrien de 2014 envoie des antibiotiques pour sauver la petite sœur d'Adrien atteinte d'une pneumonie. Toute la famille et les proches d'Adrien commencent à croire à cet avenir du futur qui a sauvé l'enfant et qui prédit que des événements terribles vont arriver dans leur région, que la Première Guerre mondiale va bientôt éclater. C'est un joli livre, notre coup de cœur, qui parle de deux adolescents vivant à deux époques différentes. Celui qui vit dans le futur avec tout ce qu'il sait va changer le destin de son camarade du passé. C'est une façon originale et pleine d'espoir d'aborder la Première Guerre mondiale. Merci infiniment madame. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous rappelle les livres dont il a été question. Tout d'abord, Le casque de papy, écrit par Géraldine Echner, puis La fée de Verdun, écrit par Philippe Nesman, puis Le spectre de l'opéra, écrit par Laurent Audouin et Amélie Sard, et pour finir, le livre dont nous a parlé Madame Mangin, 14-14, écrit par Silène Edgar et Paul Born. Ces livres peuvent bien sûr être empruntés à la bibliothèque de Fresnes. Merci à tous pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle émission.